Bonjour, bienvenue dans le cours de mécanique quantique où nous allons aborder la découverte de la radioactivité. La radioactivité fut découverte par Becquerel. Ce scientifique, ce physicien, à la fin du 19e siècle, étudiait la fluorescence et la phosphorescence. Ce sont les propriétés qu'ont certaines substances d'émettre de la lumière lorsqu'elles sont éclairées par des ultraviolets. C'est un phénomène bien connu. Quand vous allez dans une discothèque avec une belle chemise blanche, les produits qui servent au blanchiment du coton sont fluorescents et sous la lumière UV des lampes que l'on trouve parfois dans les discothèques, la chemise devient très brillante. La phosphorescence, en plus, se traduit par une persistance de la luminosité pendant un certain temps. C'est le cas, par exemple, de certaines montres où les aiguilles sont phosphorescentes et visibles dans le noir. On savait à l'époque que les ultraviolets pouvaient arracher des électrons, nous reviendrons sur ce phénomène, et pouvaient provoquer des réactions chimiques. Et donc, on se doutait que tout ça était lié, tous ces phénomènes étaient liés ensemble, et c'est donc ce que les physiciens étudiaient à cette époque-là, en particulier Becquerel. Pour étudier la radioactivité, il étudia la fluorescence d'un très grand nombre de substances, tout ce qui pouvait lui tomber sous la main. Et à un moment donné, il utilisa un métal qui était extrait d'un minerai appelé pechblende, et ce métal est l'uranium. Alors, il constata très vite que l'uranium n'était pas phosphorescent, ni fluorescent. Donc il rangea l'échantillon dans un tiroir. Le hasard voulut que dans ce tiroir, il y avait une plaque photographique, vierge. Le hasard joue un rôle parfois en science. Parfois, c'est la chance qui fait que les événements s'accordent entre eux et boum, on fait une découverte. Et c'est ce qui s'est produit ce jour-là. Quand Becquerel a voulu utiliser sa plaque photographique, il a eu la surprise de voir qu'elle était devenue inutilisable. Elle était entièrement exposée, totalement noire. Bon, il a tout de suite compris que c'est certainement parce qu'il y avait l'échantillon d'uranium dans le tiroir. Donc il a voulu vérifier. Il a fait plusieurs essais. En particulier, il a utilisé de l'uranium qui était resté enfermé pendant des jours. Et donc il ne pouvait plus avoir la moindre phosphorescence. On ne sait jamais. Ça continuait à imprimer la plaque photographique. Donc l'uranium émettait bien un rayonnement, quelque chose, qui imprimait cette plaque photographique. De plus, l'effet était assez puissant. Il n'y avait pas besoin de placer l'uranium longtemps sur une plaque photographique pour avoir une trace. Est-ce que c'était quelque chose comme les rayons X? Les rayons X avaient été découverts peu de temps avant par Röntgen. Vous vous rappelez la diode que nous avions vue? Röntgen a découvert que si l'anode était faite d'une plaque métallique inclinée, le faisceau de rayons cathodiques qui venait heurter la plaque inclinée provoquait l'émission d'un rayonnement électromagnétique de courte longueur d'onde, très pénétrant, qui furent appelés les rayons X, dont on découvrit d'ailleurs très vite les applications pour faire de la radiographie. Mais Becquerel n'eut pas l'occasion ni l'astuce, n'a pas trouvé les astuces permettant de vérifier si les rayons qui étaient émis par l'uranium étaient de même nature. Il les appela simplement rayons uraniques. Sous le conseil de son supérieur, Pierre Curie décida d'étudier les propriétés des rayons uraniques. Il disposait pour ça d'un petit laboratoire universitaire qui ne payait pas de mine d'ailleurs au départ, et il prit comme assistante une laborantine, une doctorante, Maria Sklodowska, une Polonaise. En Pologne, à l'époque, l'université était interdite aux femmes. Donc, pas mal de femmes qui voulaient mener des études supérieures venaient en France. Elles apprenaient le français et étudiaient à l'université et passaient leur doctorat en France. C'est ce qui se passait avec Marie Sklodowska, que Pierre finit d'ailleurs par épouser, et elle devint Marie Curie. Ils manipulèrent de grosses quantités de pechblende de façon à en extraire l'uranium, et pour en étudier les propriétés,
Pierre Curie disposait d'un outil de choix. Nous avons parlé de l'électroscope, et le frère de Pierre Curie, qui travaillait dans l'industrie, a pu fabriquer un électroscope d'une très haute qualité et d'une très grande précision. Un outil de choix pour les physiciens. Et il l'a offert à son frère Pierre. Un très beau cadeau. Ce genre d'appareil coûtait une petite fortune à l'époque. Et donc, il étudia la radioactivité de l'uranium. Mais le minerai de Pechblend, c'était un mélange de toutes sortes de choses. Les pierres que l'on trouve dans la nature, dans les mines, ne sont jamais extrêmement pures. Donc, il le dissout, le calcina, le trempa dans divers acides, des bases, pour extraire tous les éléments qu'il pouvait y avoir dedans. Les premières découvertes ne tardèrent pas. Ils découvrirent, Pierre et Marie découvrirent un autre métal, le polonium, également radioactif. Il fut nommé polonium en l'honneur de la Pologne, la mère patrie de Marie Curie. Et il fut placé dans le tableau périodique après étude de ses propriétés chimiques. Ils continuèrent à extraire les différents éléments et ils partaient d'un bloc de minerai et en extrayaient l'uranium, bien entendu, du polonium, quelques autres éléments, notamment de l'oxygène, parce que le Pechblend, avant toute chose, le minerai de Pechblend, c'est un oxyde d'uranium. Et là, il fut confronté à un mystère. La radioactivité de tout ce qu'il avait extrait était plus faible que celle du minerai. Comment était-ce possible? Où était passé le rayonnement manquant? Après quelques réflexions, ils se rendirent compte qu'ils avaient négligé quelque chose. En faisant toutes leurs extractions, il leur restait un petit résidu. Oh, pas grand-chose, des saletés. Et ils n'avaient pas pensé à ce résidu, à leur décharge. Comment imaginer que la radioactivité manquante pouvait être dans ce petit minuscule résidu, une si forte radioactivité? Mais, à un moment donné, la lumière se fit jour, ça devait être le résidu. Donc, Pierre plaça son résidu dans son électroscope. Il plaça l'échantillon, observa le rayonnement qui affectait l'électroscope. J'ai oublié de vous dire que une des premières découvertes que Pierre Curie a pu faire, c'est que les rayonnements affectaient l'électroscope. Nous l'avons vu. L'électroscope détecte les charges électriques. Donc il savait déjà que les rayons uraniques étaient composés, au moins en partie, de particules chargées, comme les rayons cathodiques par exemple. Et donc, n'étaient pas de la même nature que les rayons X, au moins pour une partie. C'était déjà un progrès. Là, il plaça son résidu dans l'électroscope pour observer la déviation, et là, la surprise fut totale. Parce que non seulement l'électroscope déviait, mais il déviait à fond, carrément hors toute graduation. Le rayonnement qui sortait de ce minuscule résidu était plus fort que tout ce qu'il avait pu observer jusque-là. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce résidu qui provoquait ça? Alors, si c'est un résidu, c'était pas pour rien, c'est parce qu'après tous les traitements, il restait des petites crasses qui avaient échappé à tous les procédés qu'ils avaient utilisés jusque-là. Donc, extraire ce qu'il y avait là-dedans ne fut pas facile. À force d'efforts, d'ingéniosité de chimistes, ils finirent par isoler un métal dont ils étudiaient les propriétés, notamment la masse atomique, et purent le caser dans le tableau de Mendeleïev. Une nouvelle case vide venait de se remplir. Il avait des propriétés analogues au barium, le nouveau métal fut placé sous le barium, dans le tableau périodique, et il était tellement radioactif qu'ils décidèrent de l'appeler radium. Pierre Curie découvrit même, par hasard, qu'une coupelle contenant du radium, toute petite quantité, parce que il dut manipuler des tonnes, au sens propre, de Pechblend pour en extraire quelques dixièmes de grammes de radium. C'était une matière très rare. Mais la petite coupelle contenait un petit peu d'uranium.
la petite coupelle contenait un petit peu de radium. Et à un moment donné, dans le laboratoire, en y rentrant, en sortant, on coupe la lumière. Et là, surprise, le radium brillait dans le noir. Il était tellement radioactif qu'il provoquait l'émission de lumière par les molécules d'air qui l'entouraient. La lumière du futur, comme on le pensait à l'époque. Il découvrit également que le radium avait des effets biologiques. Par hasard aussi, toujours le hasard. Pour présenter sa découverte à l'Académie des sciences, il emporta avec lui le petit échantillon de radium qu'il avait pu isoler et il le plaça tout simplement dans sa poche. Pas question de protection, à l'époque, on ignorait les effets de la radioactivité. Et il eut la grosse surprise de constater qu'il s'était brûlé à la cuisse. Le rayonnement émis par le radium l'avait brûlé. La présentation de cette substance eut un grand impact parce que cette découverte montrait autre chose. Une des questions concernant les rayons uraniques était: quelle est leur origine? Est-ce que c'est une émission de nature chimique, comme la fluorescence, la phosphorescence, ou bien physique, due à des phénomènes physiques? Ça ne pouvait pas être chimique, parce que les réactions chimiques libèrent de l'énergie, mais jamais suffisamment. L'énergie emportée par le rayonnement du radium était si intense, si forte, et de longue durée, pendant des jours, des mois, qu'il était impossible que des réactions chimiques se passent au sein du matériau pour produire un tel rayonnement. Donc leur origine était physique. Elle devait être liée à l'atome. Et donc, après présentation de tous ces résultats, de tous ces travaux, Pierre et Marie Curie furent récompensés du prix Nobel en compagnie de Becquerel qui avait découvert les rayons uraniques. L'étude du rayon uranique émis également pour le radium, ce n'est pas des rayons radiomiques bien sûr, se continua et puisqu'ils étaient chargés, on pouvait utiliser des techniques analogues à celles utilisées pour les rayons cathodiques. Par exemple, pouvait-on les dévier avec des champs électriques, magnétiques. On découvrit donc assez rapidement que la radioactivité était composée de 3 rayonnements qui furent nommés d'après les 3 premières lettres de l'alphabet. Rayonnement alpha, rayonnement bêta et rayonnement gamma. Le rayonnement alpha était de charge positive. Il était composé de particules assez massives. En fait, le poids, la masse d'une particule alpha était identique à celle d'un atome d'hélium. Et sa charge positive était exactement celle d'un atome d'hélium dont on a arraché tous les électrons. Il n'y en a que 2 en fait. Donc les particules alpha, c'était des atomes d'hélium, ou plutôt des ions d'hélium extrêmement énergétiques. Ce rayonnement est moyennement pénétrant. Une simple feuille de métal peut l'arrêter. Donc la protection est facile. Mais bon, nous sommes moins solides que du métal. Il peut pénétrer assez profondément dans les chairs. Et étant donné sa masse, il peut faire de gros dégâts. Il est assez dangereux. Le rayonnement bêta, on découvrit très vite qu'il était composé simplement d'électrons, de charge négative. Mais des électrons très énergétiques. Beaucoup plus que ce que l'on produisait avec les tubes cathodiques. Et là, ils sont beaucoup moins pénétrants. Pratiquement pas. Une simple feuille de papier peut les arrêter. Le simple tissu du vêtement peut les arrêter. Donc en général, ils sont assez peu dangereux. Au pire, s'ils sont un peu intenses, ils peuvent provoquer des brûlures superficielles. Et enfin, les rayons gamma, dont on découvrit qu'ils étaient des ondes électromagnétiques, de longueur d'onde encore plus courte que les rayons X. Rappelez-vous, quand nous avons parlé du spectre, un milliardième de mètre pour les rayons X, pour la longueur d'onde, 1 milliardième. Eh bien, les gamma, c'est encore plus court. Et leur énergie est énorme. Ils font de gros dégâts.
Ils sont en plus très pénétrants. Pratiquement rien ne les arrête. Il faut de grosses épaisseurs de matériaux très denses, comme le plomb, très lourd, pour atténuer les rayons gamma. Ils ne sont même pas arrêtés, ils sont juste atténués. Mais avec de grosses épaisseurs, plusieurs centimètres, voire 10, 20 centimètres, on peut les atténuer suffisamment pour qu'ils deviennent négligeables. Du fait qu'ils sont très énergétiques et qu'ils pénètrent, qu'ils passent à travers n'importe quoi, à travers le corps, ils peuvent faire de gros dégâts à l'intérieur du corps humain. Ils sont très dangereux. Pierre Curie mourut précocement dans un accident, écrasé par une charrette. Mais Marie Curie, qui vécut beaucoup plus vieille, qui eut un second prix Nobel, première femme à avoir le prix Nobel, et première personne à avoir 2 prix Nobel. Et le deuxième prix Nobel, on ne pouvait pas dire c'est grâce aux hommes. Elle l'avait eu toute seule, le second prix Nobel. Et Marie Curie mourut assez âgée, mais du cancer, contaminée, irradiée par toute cette radioactivité qu'elle avait côtoyée toute sa vie et qui a fini par la tuer. Mais si une femme a bien apporté énormément de choses à la science, c'est bien Marie Curie. Je vous remercie.